sur la protection de l'environnement, tous concernés, des images des opérations menées dans le but de renforcer les mécanismes de protection de la biomasse et de limiter le réchauffement climatique. Alors, je commence immédiatement par vous, professeur Roger Ngoufo. Que vous inspirent ces opérations conduites par le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est un geste salutaire, puisque les journées mondiales de l'environnement, c'est justement pour poser des gestes qui puissent vraiment, comme on dit souvent, conscientiser les gens et les pousser à l'action. Je crois que je suis d'autant plus intéressé que j'ai déjà eu, moi-même, à conduire dans le cadre de Cameroun Environmental Watch, un projet similaire dans l'estuaire du Vouri avec une organisation partenaire qui s'appelle Watershed Task Group dans le cadre d'un projet que nous avons appelé Plein Feu sur les mangroves du Cameroun qui avait un volet sensibilisation dans les universités, dans les écoles et puis par la suite des séances où on passait vraiment à la régénération de la mangrove. J'ai aussi été à Kribi, donc j'ai fait des missions à Kribi pour faire le diagnostic de la situation. Donc moi je pense que ce sont des actions qu'on doit mener et bon, les mangroves c'est un symbole. Comme on dit, les mangroves sont clés pour la ponte des poissons, c'est-à-dire la destruction des mangroves entraîne ipso facto la rareté, voire la disparition des ressources halieutiques. Et ensuite, les mangroves protègent les côtes contre l'érosion, les vents violents. Donc, c'est absolument, je crois que c'est un bon symbole. Un commentaire à ces images que vous venez de regarder, Angelo Tweli? Oui, je m'inscris un peu dans la logique du professeur. Vous savez, on a lu un certain nombre de documents qui font l'état des lieux de la mangrove. On nous fait comprendre clairement que de la frontière au niveau du Niger à l'estuaire, en revenant ainsi à la vallée d'une thème, c'est environ plus de 400 km de mangroves, d'espace maritime. Et il y a pour 60% de mangroves. Et certaines statistiques nous font comprendre que nous sommes à partir de 472 000 hectares de mangroves, nous sommes à 250 000. Donc pratiquement la moitié de la mangrove est en train de disparaître. Je vois que les actions qui vont dans le sens de la régénération et surtout qui vont dans le sens de la préservation de ce qui est déjà sont salutaires. Parce qu'effectivement, le professeur l'a rappelé ici, ces mangroves jouent un rôle symbolique, un rôle très important. D'abord, c'est des capteurs de carbone parce qu'ils sont en termes de performance 5 à 6 fois plus performants que les forêts continentales. À côté du fait qu'ils soient des bons puits de carbone, c'est également des habitats pour les espèces comme les crustacés que nous aimons, on appelle les gambas et autres. Donc si nous détruisons les mangroves, on court le risque de ne plus avoir les gambas demain. Je pense que vous aimez les gambas et il faudrait que les mesures comme ça soient prises et que la préservation même de cette mangrove soit de mise. Alors, Paul Choupé, ingénieur agronome, membre de l'association Women in Climate Change, on a vu dans ce reportage des bouteilles plastiques tout au long qui empêchent quand même une régénération de ces espèces-là. Oui. Il faut dire que la pollution plastique fait partie des préoccupations les plus importantes car le plastique est partout. Même à 11 km sous la mer, on a retrouvé du plastique. Et il faut aussi dire que c'est un élément qui s'est dégradé avec des centaines d'années. Cet élément est tellement nocif qu'il perturbe les écosystèmes, il perturbe l'émancipation des animaux et parfois il menace la vie de ces animaux-là. En menaçant la vie de ces animaux, on peut observer une réduction de ces espèces. Je prends peut-être le cas des tortues, des crustacés. Et si une espèce venait à se déplacer,
ou à carrément disparaître d'une zone précise, on pourrait observer une rupture de la chaîne alimentaire dans ce mini-biotope. Et si on observe cela, on se rend compte qu'il y a des structurations de l'équilibre pour la préservation de ce biotope et on pourrait observer à long terme la désorganisation de tout cet équilibre. Le professeur a parlé des érosions parce que il faut dire que l'écosystème et la chaîne alimentaire, ça commence du plus petit organisme vers le plus grand, ainsi de suite. Ça forme un cycle. Et on peut avoir des petits éléments qui permettaient aux arbres d'être assez robustes, de résister à certaines maladies, mais qui ne sont plus là. Justement parce que cette chaîne alimentaire a été brisée. Donc il est très important de comprendre les conséquences de la pollution plastique. Baudelaire Kemadjo, directeur du centre technique de la forêt communale, c'est là un type de pollution parmi plusieurs autres. Oui, effectivement. Permettez-moi, c'est pas une digression, mais d'intervenir sous la casquette des collectivités locales, donc des communes, et montrer que les politiques environnementales, n'est pas seulement l'affaire de l'État. Donc c'est aussi le rôle des collectivités locales et puis le rôle de tous les citoyens. Et tout à l'heure, quand je vois les images de Kribi, nous sommes à un moment préoccupés avec ces élus. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur les plages de Kribi, les plages ont complètement disparu. Je veux dire les bords à cause de l'érosion dans les côtes, avec toute la destruction des mangroves. C'est aussi juste pour dire que le développement de cette destruction des mangroves doit faire perdre à la ville de Kribi sa vocation touristique. Si aujourd'hui les villes ne réagissent pas, donc c'est aussi une interpellation des élus locaux, des maires effectivement de la ville de Kribi et aussi de la région sud, de voir dans quelle mesure des dispositions doivent être prises pour pouvoir lutter contre ce phénomène d'érosion, parce que ça va détruire complètement cette vocation touristique dans cette ville. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais dire, c'est que toutes ces politiques doivent s'accorder avec des initiatives locales. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une ville comme Douala, où au même moment où la ville, avec un opérateur, sont en train de développer un projet de restauration pour environ de 1000 hectares de mangroves, d'un autre côté, il y a certains services qui octroient près de 3000 hectares, je veux dire, de mangroves à détruire, je veux dire, pour des projets, des investissements. Donc, c'est aussi pour dire qu'il faut qu'il y ait une coordination, en tout cas, de cette politique entre les initiatives locales et aussi le gouvernement. Pour ce qui concerne les communes, je pense que il y a des initiatives qui se font en ce moment, par exemple à Ngaoundéré, la ville de Ngaoundéré. Vous parlez tout à l'heure des plastiques. Vous savez qu'aujourd'hui, les plastiques, c'est de la richesse et de l'or. La ville de Ngaoundéré est en train, avec un appui que nous avions pu obtenir de cette ville de l'association intérieure des maires francophones, réhabiliter la voirie à l'intérieur du bois Mahador à partir des pavés en plastique. Et vous savez que les pavés en plastique sont plus solides que des pavés en béton. Donc toutes les études scientifiques effectivement l'ont démontré. C'est juste pour dire qu'il y a une recherche effectivement des déchets en plastique dans la ville de Ngaoundéré en ce moment pour pouvoir fabriquer des pavés. Et quand je vois tout ce qui est entassé dans la ville de Douala et dans la ville de Yaoundé, c'est aussi une opportunité en termes d'emploi pour pouvoir pour la valorisation donc, de ces déchets. Donc je pense que en face de chaque défi, il faut y voir une opportunité. Et à la fois pour les collectivités afin de développer des emplois, une opportunité aussi pour pouvoir restaurer, en tout cas, le bon vivre quoi, dans la société. Voilà. Dans le cadre de vos activités, quels sont les autres types de pollution que vous rencontrez ? En général, vous savez, il y a plusieurs sortes de pollution. Déjà pour les villes, une ville comme Yaoundé, vous aviez tout ce qui est pollution en termes de gaz carbonique, rejeté par des moteurs, effectivement, des véhicules. Vous avez tout ce qui est déchets. Vous aviez aussi des pollutions qui sont rejetées par des entreprises, par des industriels. Et en ce moment, nous sommes en train de développer avec un certain nombre de villes les projets en termes de foresterie urbaine. Donc, tout simplement pourquoi ? Parce que des projets de foresterie urbaine participent à la séquestration donc, de ces carbones donc, qui sont rejetés dans cette ville et aussi développer autour donc, de ces projets de foresterie urbaine tout ce qui est activité d'économie circulaire pour la valorisation donc, de tout ce qui est déchets, que ce soit des déchets ménagers, des déchets médicaux
et puis des déchets solides et autres déchets liquides. Donc c'est juste pour dire qu'il y a toute une diversité, en tout cas des instruments qui peuvent participer à la pollution. Et comme je le dis toujours, en face de chaque problème, en face de chaque défi, c'est une opportunité. Et à la fois pour l'État, pour les communes, pour des organisations non gouvernementales qui y interviennent, de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir créer de l'emploi autour de ces enjeux. Alors, professeur Roger Ngoufo, on parle là de solutions. Et d'ailleurs, si on s'en tient au nombre d'organisations qui exercent dans l'environnement aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a tellement. La preuve d'ailleurs sur ce plateau. Mais pourquoi est-ce que la pollution de nos villes et villages perdure? Merci pour cette question ô combien importante. Pourquoi ça perdure? Je voulais même, peut-être en restant sur la pollution plastique, je crois revenir par exemple à Yaoundé et à Douala et me demander comment, parce que nous on a parlé de Kribi, mais les cours d'eau à Yaoundé et à Douala sont encombrés de plastique partout, dans tous les périmètres urbains. C'est-à-dire, finalement, puisque nous sommes en train de parler de protection de l'environnement pour tous, je me pose toujours la question de savoir pourquoi les citadins de Yaoundé ont carrément choisi de faire du Fundi une poubelle. Parce que c'est ça la question qu'il faut absolument résoudre, puisque après, ça a des liens avec les inondations. Ça a des liens directs, c'est-à-dire qu'en réalité, je pense toujours que la solution, ce n'est pas la grosse technologie. Et il faut absolument qu'à un moment donné, que les citadins de Yaoundé, disons, sachent qu'on ne peut pas transformer le seul cours d'eau qu'on a dans la ville en poubelle. C'est un choix dangereux. Donc, on encombre le lit du cours d'eau, et après, lorsqu'il pleut, moindre pluie, allez, il y a des inondations. Et parfois, on va même accuser le changement climatique, parfois, alors que c'est pas uniquement le changement climatique. Mais par rapport à ça, je pense que pour avancer dans les solutions, je crois dans l'environnement, il y a aussi un aspect qu'on appelle l'économie de l'environnement. J'ai bien l'impression qu'il faut bien que on puisse aussi utiliser les solutions qui nous sont apportées par l'économie de l'environnement. Parce que en matière d'économie de l'environnement, on explique que si les gens n'investissent pas sur l'environnement, c'est parce que on ne rémunère pas les gens qui travaillent pour l'environnement. C'est ça comment, parce que on est dans une situation où les gens ne parlent que de l'intérêt. De l'intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Donc ceux qui s'investissent sur l'environnement ne gagnent pas. En revanche, il y a des gens qui polluent. Et quand ils polluent, ça affecte les autres. Et quand ça affecte les autres, ils ne sont pas tenus de réparer le tort causé. On appelle ça les externalités en matière d'économie de l'environnement. On appelle ça les externalités. C'est-à-dire, je peux causer un tort. Bon, je pense que ça ne me concerne pas, mais il faut savoir que ça concerne l'autre. Et à partir du moment où ça concerne l'autre, tu dois réparer. Ça, il n'y a plus de choix là. C'est-à-dire, les gens qui vident leurs poubelles dans les cours d'eau, même si l'inondation ne les affecte pas, ils sont responsables. Donc, ils doivent être tenus pour responsables. Ça veut dire qu'à ce niveau, on doit sensibiliser les gens. Mais aussi, il y a un aspect de police. Il y a un aspect de police qui est absolument indispensable. Ceux qui, dans les rues de Yaoundé ou de Douala, se plaisent à jeter les feuilles de sais pas quoi, de manioc, de feuilles de coquilles à tout vent, ou les boîtes de sais pas quoi, de yaourt, ils doivent être immédiatement poursuivis. Parce qu'ils causent du tort. En fait, ce n'est pas facultatif parce qu'ils causent le tort. Même si c'est pas à lui-même, il cause de tort aux autres. Donc quelque part, c'est la notion d'externalité, parce qu'en économie de l'environnement, on dit qu'il faut internaliser l'externalité, c'est-à-dire que toi qui causes le tort à autrui là, il faut intégrer
dans ton activité des mesures permettant d'éviter de causer le tort à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. Alors, Angelo Toili, c'est ce qui, selon vous, explique le fait que la pollution perdure? Oui, si on reste, par exemple, dans le cas de la pollution plastique, on va se rendre compte que, contrairement à ce que le prof dit, c'est pas de manière délibérée que les populations polluent le Foundi. Parfois, c'est des déchets qui sont dans des points de collecte. Quand il pleut, les courants, les cours d'eau entraînent ces déchets dans le Foundi, malheureusement. C'est ce qui se passe la plupart des cas. Il suffit d'observer quand il pleut. C'est là où le Foundi est, vous voyez, ça ruisselle de bouteilles plastiques. Donc, moi, je crois que c'est un problème qui est un problème global. Tous concernés. Et quand on parle de tous concernés, il y a les politiques, il y a les CTD. Comment sont organisés l'enlèvement des déchets dans les villes? Est-ce que les points de collecte des déchets sont disponibles, sont accessibles? Je crois que c'est à ce niveau également qu'il faut regarder, parce que nous on a travaillé avec Westdy sur un projet de mettre sur pied, et on l'a proposé même à l'État du Cameroun, de mettre sur pied des tripoints. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que le déchet est une richesse. Dans tout ce qui est déchets ménagers, nous avons la possibilité avec le papier, avec le plastique, avec le métal et beaucoup d'autres éléments, même les déchets organiques, liquides, les déchets organiques, qui peuvent être transformés en charbon écologique. La difficulté de la valorisation de ces déchets est simplement due au fait, de notre point de vue, je crois que nous tous ici on peut partager ça, de la collecte en vrac des déchets. Nous leur avons dit, le modèle ISACAM actuel, où il y a un bac unique et tout est déversé, est difficile. Difficile pour tous ces acteurs de la société civile qui viennent bénévolement, sans subvention, pour essayer de faire leur part, qui se retrouvent avec des déchets qui sont dans un bac et tout est mélangé. Je prends un cas derrière le ministère à Yaoundé. Nous savons que le déchet principal dans les ministères, c'est du papier. Nous savons également que le papier, il est pesé quelque part. Et ceux qui le collectent peuvent avoir des sous, parce qu'ils ont réussi à avoir ce papier. Mais pourquoi pouvons-nous prendre ce papier et le mélanger dans un bac avec d'autres déchets qui viennent polluer ce déchet papier? Parce que quand il est sain, c'est de la richesse. Mais quand il est pollué, il devient de la saleté. Je crois qu'il y a une dynamique global qui doit être mis sur pied, qui doit intégrer l'État avec ses composants, pas simplement le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, mais également beaucoup d'autres ministères. On peut parler du ministère de la Recherche scientifique. Aujourd'hui, l'Afrique a loupé le train de la révolution industrielle. On est sur la révolution numérique et également le secteur de l'environnement se prépare à des innovations parce qu'il y a des modes de consommation, il y a des modes d'énergie autres. Je crois que le ministère de la Recherche scientifique devrait mettre nos étudiants, le génie que nous avons, soit un génie innovant, créatif, pour ce couloir de l'environnement. Donc, c'est le ministère des Forêts, c'est tous les ministères qui sont concernés, l'éducation de base, ministère avec l'éducation des enfants, la sensibilisation de cette nouvelle génération qui monte, qui va, elle, avoir une mentalité plus éco-citoyenne, comme on aime appeler. Parce qu'à la vérité, ceux qui ont le pouvoir, si dans leurs esprits, ils n'ont pas intégré la protection de l'environnement, rien ne peut se faire. On vient de lancer un appel d'offres pour le ramassage des ordures dans la ville de Yaoundé. Mais si vous jetez un coup d'œil, le modèle qu'on nous propose, c'est un modèle qui est de nos jours obsolète. Prendre les ordures en vrac, aller quelque part en Colfoul ou les enfouir ou alors les brûler. Non. Quand on parle de protection de l'environnement, ceux qui ont le pouvoir doivent prendre à bras le corps et décider de créer un mouvement d'ensemble pour que justement les habitudes changent. Parce que attaquer les populations qui, j'ai bu de l'eau, je ne sais pas où j'étais, c'est pas eux forcément responsables. Mais on va dédouaner cette population. Je ne la dédouane pas. Je dis, il y a un mouvement d'ensemble qu'il faut opérer. Et j'ai aimé votre sujet. Vous avez dit tous concernés. Justement, nous sommes tous concernés. Du haut jusqu'au bas. Allez-y. En fait, je crois que
Peut-être quand je parlais du citadin, c'est une manière de simplifier pour que les gens comprennent. Parce que quand je parle d'externalité, ça concerne aussi ISACAM. C'est-à-dire que les méthodes d'ISACAM affectent terriblement les autres. Et tant que ISACAM n'intègre pas ça. Elle n'est pas la seule entreprise à collecter les déchets dans la ville de Yaoundé et ailleurs en ce moment. Voilà, donc quand je parle ça de cette manière systémique, je parle dans l'ensemble de toutes les activités qui causent du tort à des tiers. Et que, en économie de l'environnement, on dit que tu dois intégrer dans ton système des mesures pour faire en sorte que ça ne continue pas d'impacter négativement peut-être ton voisin. Donc ça concerne à la fois même des voisins, des individus des voisins, et puis une entreprise qui a une activité, par exemple de rejet, ou alors une entreprise qui ne fait pas correctement son travail, ou qui n'innove même pas. Enfin, parce que pour ce que vous posez là, c'est un problème. Moi, j'ai toujours dit, ISACAM doit innover. On ne doit pas continuer à faire forcément. Exactement. Elle n'est pas la seule à collecter les ordures. Les mairies, vous l'avez dit, Boblek et Madjou entrent en jeu notamment. Alors, quelle est la part de travail qui leur revient de faire dans ce cas? La part de travail qui leur revient, c'est déjà, il y a des compétences qui sont dévolues aux collectivités locales en matière d'environnement. C'est juste pour dire que ce n'est plus seulement une responsabilité de l'État, c'est une responsabilité que l'État a transférée aux collectivités locales. C'est vrai, les collectivités disent, mais l'État nous a transféré des compétences, mais l'État n'a pas transféré les moyens. Je pense que c'est là où il faut avoir une ingénierie pour mobiliser tous les partenaires, je veux dire, qui sont dans la ville, afin de les impliquer sur des activités de protection de l'environnement. Tout à l'heure, M. Toli parlait des entreprises qui doivent jouer un rôle, c'est-à-dire des organisations des entreprises doivent avoir des chartes de protection de l'environnement dans le processus de production, des collectivités locales, des écoles doivent avoir des programmes d'éducation environnementale et mener des initiatives dans ce sens. Bref, c'est tout le corps social, je veux dire, qui doit être impliqué pour qu'on puisse aboutir à cela. Et il y a un point important dont il a souligné, c'est effectivement, il a parlé de la collecte, dans des tri, qui est aussi très très important parce que derrière, il y a toute une entreprise, toute une industrie, une industrie de valorisation, et c'est pour cette raison que le gouvernement vient, je pense que c'est imminent, de lancer effectivement la bourse, notamment du déchet, qui est pilotée par le ministère de l'Environnement, le MINEPDET, qui va réunir tout, et à la fois des producteurs, vraiment une bourse où il y a l'offre et la demande, pour pouvoir créer, je veux dire, un marché, et aussi créer des opportunités dans la collecte des déchets. J'ai eu à participer à une réunion organisée par le ministère de l'Environnement, et c'est une initiative qui va éminemment, en tout cas, être mise en place sur le pays. Paul Choupé, ingénieur agronome, membre de l'association Women in Climate Change. Vous militez pour que la femme soit au cœur de la protection de l'environnement, c'est ça? Comment ça marche? Oui, bien sûr. La femme a des potentialités qui peuvent être exploitées. N'oublions pas que c'est la moitié de la population mondiale et dotée d'intelligence, de beauté aussi, qui peut être mise à la disposition de tout le monde. Dans l'opinion publique et aussi dans la pensée collective, on se dit très souvent que le changement climatique, la protection de l'environnement, c'est une affaire d'homme. Mais pourtant, la femme peut faire beaucoup. Elle peut faire beaucoup pour l'environnement. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Lorsqu'on parle de protection de l'environnement, il y a sept grands points qu'il faut aborder. On parle de changement climatique, conservation de la biodiversité, consommation responsable, gestion des déchets, protection des ressources naturelles, transition vers les énergies renouvelables, engagement politique et citoyen. Ici, je veux retenir deux grands points. Gestion des déchets et engagement politique et citoyen. La gestion des déchets nous incombe à tous, car tout le monde est producteur de déchets. Dès lors que tu consommes, que ce soit de l'eau dans une bouteille, que ce soit un appel téléphonique, même une simple banane, tu es producteur de déchets. Le déchet, il faut le voir ici dans sa forme la plus simple, mais elle a une plus grande dimension. Parce qu'il y a le déchet d'un point de vue juridique, il y a le déchet d'un point de vue économique, il y a le déchet d'un point de vue environnemental. Oui. Engagement politique et citoyen.
engagement politique et citoyen, le Cameroun a mis sur pied environ une trentaine de textes et lois qui régissent le traitement, la gestion des déchets. Mais on n'a pas vu assez de mobilisation du citoyen, du simple citoyen, comme le professeur Roger l'a dit. Comme je disais tantôt, nous sommes tous producteurs de déchets. Et donc, nous sommes tous acteurs dans la protection de l'environnement. Et je veux aussi revenir sur ce que M. Baudelaire a dit. La politique d'Isakam, ou bien la politique du plus grand nombre. Dans une politique efficace de gestion des déchets, traitement des déchets, elle commence nécessairement par le tri et la collecte. Il est très important d'impliquer tous les acteurs dans le tri et la collecte des déchets. Et que ce tri soit fait à partir du plus petit citoyen. Que ce soit chez soi, on a un récipient pour les déchets organiques, pour le papier, pour le plastique. Ça permet un traitement plus facile. Beaucoup plus facile. Ça permet également de ne pas polluer, c'est-à-dire le papier peut être pollué par un médicament et il ne sera plus facilement utilisable. Il faut aussi comprendre que le déchet a une dimension économique, car pour un usager X, ça peut être un déchet, mais pour un autre Y, ça peut être une ressource. On peut valoriser les déchets de plusieurs manières. Par la méthanisation, par le compostage, la production de pavés, et avec une bonne maîtrise, on peut même produire du carburant à partir du plastique. Je prends le cas de l'agence municipale de gestion des déchets AMGED de la ville de Tchang, qui travaille depuis déjà plusieurs années dans le tri. Elle a mis en place une politique de gestion très efficace dans la ville de Tchang. Et il faut dire aussi... C'est dit que cette ville-là est exempte de déchets? Non, elle n'est pas exempte de déchets. Je prends le cas de Yaoundé. Comment ça se passe là-bas? Racontez-nous. Ok. Ça se passe comment? Il y a des unités de traitement. Dans une zone, il y a un enregistrement qui se fait. L'enregistrement se fait auprès des ménages. Les ménages ont des consignes très strictes quant à la répartition des déchets, plastique, organique, papier. Oui. Et puis il y a une collecte. Le tri se fait au niveau des ménages. La collecte, on appelle les agents de collecte qui viennent avec des tricycles et qui collectent donc ces déchets. On appelle ça la pré-collecte. Maintenant, cette pré-collecte est déposée dans un point de collecte. Et ce point de collecte, ce sont des camions qui viennent récupérer et amènent au centre de tri et compostage des déchets, où on trie et on fait du compostage. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'à la fin, il y a un calcul du carbone qui a été stocké, qui a été empêché, on a empêché sa libération dans l'atmosphère. Et ce carbone-là est vendu sous forme de crédit carbone sur le marché international. La sensibilisation sur la richesse des déchets aussi, il faut aussi comprendre que ce n'est pas seulement ici qu'on peut trouver de l'argent pour financer cette lutte contre les déchets. Ailleurs aussi, si on a la bonne méthodologie, on peut capturer du carbone ou bien des superpolluants, comme des superpolluants, et vendre ces crédits carbone sur le marché international. Alors, avant d'aborder les autres aspects de la protection de l'environnement que vous venez de citer tantôt, j'aimerais vous demander d'intéresser toutes ces petites parties ou bien toutes ces composantes de la population. Comment faire aujourd'hui pour se débarrasser des déchets? Je pense que c'est un combat de très longue haleine. Et elle commence, à mon avis, et aussi dans le sens de notre association, par la sensibilisation.
parce que c'est aussi un manque, on va dire, un manque d'information. Celui qui est aussi un manque d'acteurs privés. Parce que Vous êtes bien nombreux, les organisations qui s'impliquent dans cette composante-là. Oui. Et c'est un peu regrettable parce que la majorité d'entre elles se limite encore à la sensibilisation. Il faut dire aussi que notre association Women in Climate Change prépare un projet de formation dans la fabrication du charbon écologique, entre autres, la valorisation des déchets. Comprenons un peu la chaîne. La chaîne commence par les institutions de contrôle et de planification. Ici, on a les ministères comme le Minedet, le Miné, le Minsanté. Ça a été dit. On a les organes d'exécution. Dans les organes d'exécution, on a les acteurs privés, on a les acteurs, les ONG, les associations à but non lucratif, comme la nôtre. Nous avons aussi les collectivités et les organes de financement à la fin. D'accord. On va aborder à présent une autre problématique qui a été présentée sur ce plateau. Parlons bien des changements climatiques. Aujourd'hui, les experts s'accordent sur le fait qu'il y a des causes, des activités causées notamment par les humains qui impactent sur la pollution de l'atmosphère. Et aujourd'hui même, la forêt du bassin du Congo, premier poumon économique, se meurt à cause de plusieurs activités, parlant notamment de la coupe des forêts. On parle bien de 5000 km² de forêt qui disparaissent. C'est un problème aujourd'hui, Baudelaire. Oui, c'est un problème et ce problème est vraiment l'illustration de ce qu'on peut appeler l'injustice climatique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, mais quand on parle de carbone, en termes des paiements de crédit carbone, en Europe, vous êtes peut-être à $50 la tonne, aux États-Unis à $30 la tonne, mais en Afrique, je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale, on est autour de $5 la tonne. Alors que vous disiez tout à l'heure que le bassin du Congo, c'est vraiment le poumon vert du monde. Ça veut dire que ceux qui polluent ne veulent pas payer. Et puis on demande à nos États de faire des efforts, pour arrêter de s'industrialiser, de protéger, l'environnement, mais la compensation n'y est pas. Ça, vraiment, c'est le premier point. Et c'est pour cette raison que les COP, vous parlez tout à l'heure des COP de changement climatique, moi, je trouve, excusez-moi, que c'est vraiment une grande messe, parce que ça n'a pas fait avancer les exigences des différents États. Les plaidoyers que les États ont fait par rapport à cette justice, en tout cas, ne s'est jamais réalisé. Et on tourne en rond d'une conférence à l'autre, et puis on revient, tout ça. Il est de la responsabilité, en tout cas de l'État, quand je prends pour le cas du Cameroun, la structure dont je dirige a pu classer en près de 15 ans, près de 2 500 000 hectares de forêt communale et aménager en collaboration avec des communes. Et on a pu obtenir du président de la République près de 52 décrets de classement. Il y a donc une volonté politique au niveau de l'État du Cameroun pour pouvoir accompagner les collectivités à participer à cette stratégie de conservation dans des espaces, c'est-à-dire des forêts sortent du domaine national pour être incorporées dans le domaine privé des communes, et ces communes ont la responsabilité de les protéger. Et aujourd'hui, si vous exploitez des images satellitaires, nous avions à l'intérieur de notre centre un dispositif pour surveiller toutes les 2 500 000 hectares par image satellite, avec des alertes dans le cadre d'une relation avec WRI, des alertes géoréférencées pour identifier des zones d'exploitation illégale et informer les maires avec des données géolocalisées et cartographiées. Donc ça, c'est des mesures que les collectivités locales prennent, à leur disposition. Et il y a l'État, du Cameroun, qui s'est engagé aussi dans cette démarche. Si vous voyez vous parlez tout à l'heure des ONG, il y a certaines ONG qui bénéficient donc des appuis des partenaires de coopération. Si ces ONG bénéficient des appuis des partenaires de coopération, c'est parce que l'État du Cameroun a signé des conventions avec ces États ou avec ces institutions internationales pour pouvoir soutenir des initiatives. Donc c'est juste pour dire que derrière
des appuis des partenaires de coopération. Il faut voir l'État du Cameroun aussi. Ça, c'est des initiatives que les États mettent en place. Nous venons aussi de restaurer près de 4000 hectares dans du couvert forestier dans le septentrion. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer avec l'Union européenne une initiative sur le Logon, dans la zone de Ouaza-Blangwa, pour voir comment restaurer effectivement les berges du Logon en collaboration avec le Tchad. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a un certain nombre des actions qui se mettent en place et les collectivités locales du Cameroun particulièrement donc, jouent leur partition. Et il revient maintenant aussi à la communauté internationale de donner plus de moyens parce que plus vous polluez, il faut payer. Donc les pollueurs payent. Donc vous ne pouvez pas polluer et demander à ceux qui sont victimes de ne pas s'industrialiser, de ne pas se développer parce qu'en se développant, en s'industrialisant, donc on va créer effectivement, on va rejeter du gaz carbonique. Donc il faut qu'il y ait des mesures de compensation derrière. Professeur Roger Ngoufo, il n'y a aucune obligation là derrière? Oui, quand bien même il y aurait une obligation, sur le climat se joue le jeu habituel, jeu géostratégique habituel, c'est-à-dire entre les plus puissants et les moins puissants, si je veux être un peu euphonique, pour ne pas dire les faibles. Donc, je crois que ce qu'il faut déjà dire, que le climat, c'est quelque chose d'assez complexe. On parle du climat, mais parfois nous on parle de système climatique parce que le système climatique, ça renvoie à une combinaison de beaucoup d'éléments, l'atmosphère, la biosphère, la lithosphère, l'hydrosphère, et ainsi de suite. Donc c'est pas un élément, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est une combinaison. Et au départ, disons, ce qui est en cause, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Mais en fait, l'effet de serre, il y a deux volets qu'il faut bien voir. Il y a un effet de serre naturel. C'est-à-dire que de manière naturelle, il y a des gaz comme la vapeur d'eau et puis le gaz carbonique qui existent dans l'atmosphère de manière naturelle, mais sous forme de gaz trace. On appelle les gaz traces et qui causent un effet de serre, c'est-à-dire un effet réchauffant, mais qui fait en sorte que la température du globe, au lieu d'être à moins 18 degrés, la température moyenne soit à plus 15 degrés, et ce qui permet la vie sur Terre. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Maintenant, ce qu'on décrit, c'est qu'il s'est ajouté à cet effet de serre naturel, disons, des activités humaines qui émettent une masse importante de gaz à effet de serre, et non plus seulement le gaz carbonique, mais beaucoup d'autres gaz qui maintenant aggravent l'effet de serre. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, évidemment de COP en COP, on recherche les solutions, mais quand on participe au COP, on voit que très vite les débats sont très clivés entre les riches et les pauvres. Et puisque nos pays défendent un peu le principe de ce qu'on appelle la responsabilité, c'est pas un peu collective, mais différenciée, la responsabilité commune. Nos pays défendent le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire que nous tous, on reconnaît qu'on est un peu responsable, mais pas au même niveau. Donc ça veut dire que si on devait payer, c'est ceux qui ont pollué plus et qui continuent de polluer plus qui devraient normalement payer pour qu'on puisse remédier au problème. Tout en sachant que si on plante des forêts ou si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, il faut un temps pour que le système climatique puisse réagir. Il ne va pas réagir instantanément. C'est pour ça que j'ai parlé de la complexité. Donc on retrouve au niveau international une situation où parfois j'ai dit qu'on ne parle même pas de climat. Dans les débats, on ne parle pas de climat. On cherche à savoir qui doit payer. Donc, disons, le débat, parfois, il s'abîme dans cette discussion clivée où on veut savoir qui doit payer, où certains promettent qu'ils vont payer, après on ne voit pas grand-chose. Pendant que les autres, de manière normale, attendent. Puisque c'est un problème de responsabilité différenciée. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Mais ce que j'ai souvent apprécié parfois au COP, c'est de voir des gens qui essaient
quand même d'inventer des modèles. Tu vois, de voir de nouveaux modèles de construction, de nouveaux modèles de ceci, pour faire face, disons, aux contraintes climatiques. Pour moi, j'ai plus apprécié ça, parce qu'au-delà des discours, moi, parfois, je vais dans les stands pour voir exactement quels sont les nouveaux modèles que les gens sont en train de concevoir. Parce que c'est ça l'avenir. Quand ça va bien marcher, ils vont vendre aux gens qui n'ont pas pu le faire. Et c'est ça, on doit le faire au lieu parfois de passer le temps à dire donnez-nous l'argent aux gens qui risquent de ne jamais donner ce qu'on souhaite. Jean-Bray, dans votre sens, en parlant de ces conclusions de la COP 28, 116 pays qui s'étaient notamment engagés à tripler les énergies renouvelables, éoliennes, solaires, hydroélectricité, on peut copier pour changer la donne? Angelo Toili? La vérité, c'est des engagements qui sont pris. Et ceux véritablement qui doivent même payer. Parfois, c'est des climato-sceptiques. Ils ne croient pas véritablement au fait que le climat, parce qu'on a eu un président comme Trump, président américain, qui, dans son esprit, se dit que le climat, les activités humaines n'ont véritablement pas un impact sur le climat et que les choses vont se rétablir de manière naturelle. Je crois que dans ce contexte, et c'est ce que je disais plus tôt, c'est que il est vrai qu'il y a un changement climatique. Il y a un réchauffement climatique. Les populations de Yaoundé peuvent en témoigner. Hier, il y a une dizaine d'années, il faisait froid à Yaoundé. On dormait avec des grosses couvertures. Aujourd'hui, même torse nu à minuit, on a chaud. C'est pour dire que même ceux qui n'ont aucune idée, aucune connaissance du climat, ressentent la chose. Mais maintenant, les experts nous font comprendre clairement qu'avec le temps, les choses vont aller en s'empirant. Parce que si on détruit un palais de mangroves... Twilight se poursuit sur la protection de l'environnement, tous concernés. Parole donnée à Angelo Toili sur les solutions locales pour lutter contre les changements climatiques. Oui, on a fait l'effort durant l'émission d'aborder sur les questions de déchets. Parce qu'il faut le rappeler, c'est un chiffre du ministère de l'Environnement. La pollution, nos émissions sont constituées au Cameroun à plus d'environ 60% de gaz et déchets, du CH4. C'est pour dire que parce que le tissu industriel camerounais n'est pas suffisamment développé pour qu'il y ait cette pollution de ce côté, une pollution forte. Je crois que l'accent peut être mis davantage sur une meilleure gestion des déchets. Et à ce niveau, il y a une implication globale qui passe par les ménages. Il faudrait véritablement que les ménages apprennent à séparer leurs déchets. On n'a pas besoin d'avoir 4 seaux, 4 bacs. On peut avoir 2. Un pour les déchets biodégradables, tout ce qui est liquide, autre, et un autre pour les déchets solides. Ça permet que de plus en plus, si vous observez dans la ville, dans les points de collecte, il y a des jeunes qui mettent même des filets pour recueillir les déchets plastiques. Il y a ceux qui veulent des cartons. Je crois que si dans les ménages ce travail est fait et le processus continue au niveau des points de collecte, parce que ces différents déchets solides peuvent être valorisés, je crois que ça va faire diminuer de beaucoup les déchets au niveau des bacs. Et même pour les déchets organiques, aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui sont sur le terrain qui transforment ces déchets organiques en charbon écolo et beaucoup d'autres. Donc, à la vérité, il faudrait qu'on mette sur pied dans les communes, parce que c'est les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, parce qu'on veut laisser un peu l'État pour revenir dans les communes, parce qu'au niveau des transferts de compétences, ils ont justement la compétence de gestion de la collecte des déchets dans leur localité, de mettre de plus en plus ce système. On nous a parlé de Tchang, la ville de Tchang, il y a Baganté. Je crois que au niveau des CVUC, des communes et villes unies du Cameroun, les maires peuvent prendre l'initiative localement d'organiser ce système de collecte et d'encourager toutes les entreprises, les ONG et associations qui œuvrent pour le recyclage des différents types de déchets.
crois qu'avec ce système... Il y a des modèles extérieurs qui peuvent aider CACTD à agir. Oui, il y a des modèles extérieurs qui peuvent aider, aussi même des modèles intérieurs, mais il faudrait que les collectivités locales, je pense que le CVUC, c'est un cadre idéal, hein, dont j'ai vu pas mal de réunions au niveau du CVUC sur cette thématique de gestion des déchets, d'assainissement et changement climatique. Si vous allez dans une ville comme Ouagadougou, l'essentiel de collecte et puis de traitement de déchets n'est pas fait par des entreprises, c'est fait par des associations de ménages qui s'organisent et la ville est divisée en plusieurs zones et chaque association est responsable d'une zone et ils collectent moyennant, je veux dire, des paiements qui sont faits par mois ou bien par semaine par des familles, par des ménages. Donc je pense qu'il y a aussi cette conscience. Donc il faut que les citoyens puissent avoir, pour savoir que quand on vit dans une ville, il faut participer, je veux dire, à la propriété de cette ville. Et on retrouve ça au Burkina Faso, on retrouve ça au Kenya, dans le partenariat public-privé. Puisque parfois quand vous demandez aux villes de gérer ces questions, les questions environnementales ne sont pas parfois des priorités dans les collectivités locales. Il faut développer ces modèles de partenariat public-privé pour permettre aux privés de participer, je veux dire, au nettoyage et puis à l'entretien de ces villes. Ça, c'est une première solution. Et l'autre solution, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure d'une bourse, notamment de gestion des déchets, de traitement des déchets, que le ministère de l'Environnement vient de mettre en place. C'est une entreprise où plusieurs opérateurs, je veux dire, peuvent s'y rapprocher. Je pense que pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, peuvent se rapprocher auprès de ce ministère pour savoir comment ce dispositif doit être mis en place et intéresser tous ces différents partenaires. Et enfin, ce que je peux dire, au-delà des déchets et sur ces questions de changement climatique, je vous ai parlé tout à l'heure de la foresterie urbaine, la nécessité pour les villes de développer, de créer des forêts urbaines pour pouvoir séquestrer des carbones en milieu urbain, de mettre des plantations d'alignement. Vous voyez, quand vous partez à Douala, vous ne trouvez plus, je veux dire, d'arbres dans la rue. Vous venez à Yaoundé, il n'y a plus, vous voyez les forêts qui sont en périphérie de Yaoundé, sur des montagnes qui sont en train de disparaître. J'ai discuté dernièrement avec le maire de la ville de Yaoundé qui a en ce moment un projet pour pouvoir restaurer, je veux dire, des montagnes qui sont afin de créer une ceinture verte autour de la ville. Et enfin, tout à l'heure, M. Toli parlait vraiment de la responsabilité des collectivités locales. Au-delà des mesures d'adaptation pour pouvoir faire les mesures d'atténuation, ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'État, mais aussi des collectivités. Il y a des arrêtés, je veux dire, que des maires peuvent prendre. Il y a des cadres normatifs que des maires peuvent mettre en place pour pouvoir le faire. Et je sortirai effectivement de cette discussion pour lancer effectivement un appel au nom effectivement du président de l'association des communes forestières du Cameroun, qui est en train de mettre en place un dispositif pour permettre à toutes les forêts communales, pour dire, monsieur le maire, vous aviez votre forêt communale qui vous rapporte peut-être 30 millions de francs CFA d'exploitation. Il y a des organismes, il y a des partenaires qui sont prêts à dire, on vous donne tous ces 30 millions pour pouvoir conserver la forêt. Et en plus, on vous donne un bonus pour que vous conservez, je veux dire, vos forêts. Je veux donc, en tout cas, lancer cet appel pour pouvoir inciter des maires à se rapprocher du centre technique de la forêt communale et l'association des communes forestières pour voir comment ce dispositif peut être mis en place pour protéger nos forêts, mais également rapporter des ressources financières aux communes et aux communautés locales qui ont un rôle important dans la protection et aussi dans les forêts. Oui, je dirais que bon, si on peut parler du changement climatique, il y a des petits gestes tels que éviter de brûler les ordures, éviter de brûler la forêt, parce que ça émet des gaz à effet de serre. Et aussi en termes de, comment dire, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Même les plus pauvres, parfois, ils utilisent plus d'énergie que nécessaire. On dépense plus d'énergie que nécessaire. Parfois, des ampoules sont éclairées qui ne servent à rien. Et ça émet aussi, ça participe à l'émission des gaz à effet de serre. Donc, ensuite, il y a l'information climatique. L'information climatique par rapport à l'adaptation, c'est-à-dire alerter comme l'Observatoire national sur le changement climatique le fait. Mais à ça, il faut ajouter une sorte de formation, sensibilisation un peu stationnaire, c'est-à-dire que quand on dit il y aura beaucoup de pluie, bon, encore faut-il traduire ça au plan local, parce que s'il y a beaucoup de pluie, par exemple ici à la CATV, vous ne saurez pas qu'il y a eu beaucoup de pluie, enfin les conséquences vous ne les ressentirez pas par rapport à quelqu'un qui est à Mokolo-Elobi, dont la même pluie va causer des dégâts importants à Mokolo-Elobi, et puis alors que dans des zones
qui sont surélevés, on n'aura pas le même problème. Donc, et aussi, donc il faut aussi, aujourd'hui on insiste, comme Baudelaire l'a fait, on insiste sur le fait de planter des arbres. Aujourd'hui nous, on participe à un projet avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, de la Faune et des ONG, UICN et autres, qui s'appelle TRI, de Restoration Initiative. Il se passe au nord, au Ouaza, du côté de Mbalmayo, et puis sur la zone de mangrove vers Mouanko. Donc on le fait. Pour revenir sur le côté déchets, parce que les déchets ont ceci de particulier que, comme j'ai souligné, quand on les rejette n'importe où, et notamment dans les vallées des cours d'eau, ça renforce l'impact négatif du changement climatique. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une vallée encombrée, évidemment, oui, il y aura la probabilité d'avoir des inondations dans une vallée encombrée, elle est plus forte à la moindre pluie. Et donc le lien vraiment, il est extrêmement important pour dire que les déchets sont importants. Tout à l'heure, on a souligné la nécessité d'associer les ménages. Les ménages sont un maillon important, c'est eux qui produisent, donc on doit les associer. Même les réutilisateurs qu'on considère comme des fous, il y a des gens qui reprennent dans les bacs à ordures des choses que les autres ont jetées. Pourquoi ne pas penser à créer un système qui peut permettre même directement, même à partir des ménages, de concentrer un certain nombre d'objets qui peuvent encore faire l'objet d'utilisation pour que les gens qui sont les moins nantis puissent aller là-bas chercher au lieu de les renvoyer dans la poubelle. Et on pense qu'ils sont des fous, mais en réalité, ils sont déjà un maillon du problème. Et encore que un maillon de la solution, on en fait un problème. Parce que, vous voyez, même quand ils récupèrent les bouteilles, et c'est avec ça que nous allons boire le ginger après, le foléré après, c'est avec ça. Donc on devrait être avec eux pour dire que quand tu récupères, il faut qu'on nettoie, qu'on stérilise avant que ça passe, disons à l'utilisation courante. Donc ils sont extrêmement importants. Et faire le compost, parce qu'on sait que une grande partie de ces déchets-là sont biodégradables. Donc il faut faire le compost. Et un geste aussi simple, quand on transporte les ordures dans des camions, ne pas les faire tomber partout, il faut les protéger. C'est vraiment un geste basique. Parfois, on voit des spectacles où, je ne vais pas citer les noms. C'est entendu, professeur. Voilà. Donc, alors, une autre question qui concerne particulièrement les agriculteurs, ce changement climatique. Alors, Paul Tchoupé, comment faire, vous qui êtes ingénieur agronome, comment est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour se protéger? Merci pour cette question très importante. Déjà, dans tout le débat, on n'a pas parlé des agriculteurs. Et il faut dire que ce sont des très grands producteurs qui nous soutiennent pour nous nourrir et tout. Si je dois parler de la production des déchets au niveau des producteurs agricoles, il faut dire que la majorité de leurs déchets qu'ils produisent sont dégradables. Ils sont dégradables déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger n'est pas sur les déchets organiques, c'est beaucoup plus sur les produits chimiques, phytosanitaires qui sont utilisés. Et je profite de cela pour tirer une sonnette d'alarme, parce que on l'a vu avec le modèle d'industrialisation des productions agricoles en Europe, en Amérique, c'est qu'il a quelque chose de nocif et d'un peu pervers. On se vante partout d'avoir un très grand réseau hydrographique dans le monde entier, mais il pourrait être détruit à cause de la pollution des produits phytosanitaires. Par les produits phytosanitaires, quand un agriculteur traite ses produits contre une maladie, traite contre des insectes, lutte contre des champignons et tout, il peut y avoir des pluies. La pluie va lessiver sur la plante d'abord le produit. Le produit va arriver sur le sol, le produit va percoler et arriver au niveau des nappes phréatiques. Quand ça arrive au niveau des nappes phréatiques, l'eau est contaminée. Avec le contrôle qui est fait sur le terrain actuellement, il n'est pas suffisant.
n'est pas suffisant. Et l'activité agricole s'intensifie de plus en plus. La population augmente, il faut produire plus, il faut produire mieux. Il faut beaucoup plus de produits phytosanitaires pour protéger les plantes et tout. Et ça va nous conduire à la pollution de nos nappes phréatiques. On n'aura pas d'eau, on va dire, une eau éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une politique dans l'agroécologie. Le problème avec l'agroécologie, c'est que ça suggère une plus grande utilisation des terres et moins d'utilisation des engrais. On peut aussi avoir dans l'agroécologie, on a des associations de cultures des cultures qui peuvent aider d'autres à se développer. Oui, une culture peut s'appuyer, comme je prends le cas du maïs et du haricot. Le haricot soutient le maïs dans son développement et le maïs soutient le haricot comme une tige. Mais on vous dira que ces cultures-là ne poussent pas partout en même temps à cause des conditions climatiques. Tout à fait. Ça, c'est bien vrai. Je peux dire ici que ce problème est extrêmement complexe parce que le producteur cherche son gagne-pain. Et pour avoir son gagne-pain, il a besoin, c'est déjà devenu un besoin vital pour lui, d'utiliser les produits phytosanitaires. Or, le danger de ces produits, c'est la percolation et la contamination des nappes phréatiques. Aujourd'hui, on ne peut pas le voir clairement, mais les maladies vont se développer, l'eau va se contaminer. Aujourd'hui, en Europe, je peux dire une source d'eau sur 10 est viable, avec certaines complications. Et je veux aussi ajouter quelque chose. À Marseille, on a ouvert une bourse de l'eau. Bourse de l'eau pour dire on finance les eaux qui sont potables, on finance les sources potables. Ça veut dire quoi? L'eau potable, l'eau douce est d'abord une ressource très rare sur la planète. C'est à peu près 1% de toute l'eau qu'il y a sur la planète. Et si on pollue encore cette eau, qui est d'abord très petite, avec le temps, on va arriver à une autre catastrophe écologique. Ça entre toujours dans le cadre de la protection de l'environnement. Le conseil que je peux donner aux agriculteurs, c'est de modérer et d'utiliser des techniques agroécologiques pour limiter ces effets négatifs. Ouais. D'accord, c'est entendu. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, chers messieurs, d'être venus participer à cette édition de Twilight du 7 mai 2024. Baudelaire Kebadjou, directeur du Centre technique de la forêt communale, fondateur de l'association Mairie Conseil et cabinet KB, consultant à Angelo Twili, leader éco-citoyen, coordonnateur général de l'ONG West Water Energy and Sustainable Development, président du réseau Camer Environnement, Paul Tchoupé, ingénieur agronome, membre de l'association Women in Climate Change Week, et puis le professeur Roger Ngoufo, géographe environnementaliste, professeur titulaire des universités, président du Comité national de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN Cameroun, directeur de l'ONG Cameroun Environmental Watch, observatoire de l'environnement du Cameroun, rapporteur du Comité scientifique national de la Sangha, Congo-Cameroun RCA, et puis président du groupe d'élaboration de la norme de certification Forest Stewardship pour les forêts du Cameroun. Merci à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent. Restez sur CRTV News.